Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Il s'agit de l'entreprise The Italian Sea Group. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence tout de suite avec le cours de l'action de TISG, donc qui est coté à la bourse de Milan. On est sur un cours qui a bien perdu 20% depuis les plus hauts de 2024. Est-ce que il y a une opportunité pour rentrer sur ce titre? On va regarder ça. On est sur une croissance médiane de 26,5%, donc très élevée. Une croissance médiane de 48%, et 2023 s'est soldé par une croissance de 26,5%. Donc il y a une légère décélération. Il n'y a pas d'acquisition à signaler sur la période. Donc bonne croissance organique. Peut-être qu'elle va continuer à décélérer. Donc ça, à vous de voir sur le marché, quelle est la croissance du marché, quelle est la part de marché de cette entreprise, pour essayer de voir si la croissance va être à ce niveau-là, plus faible, plus forte, etc. Bon, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a quand même pas mal de croissance. On regarde les taux de marge. Taux de marge brut en augmentation, on est plus bas qu'au début de la période en revanche, mais ça rebondit bien depuis les plus bas de 2021. On est à 42%, ce qui est pas ce qui est correct, mais ce qui est pas hyper élevé non plus. Mais ce qui est beaucoup plus rassurant, ce qui est bien, c'est que le taux de marge d'EBITDA, lui, est en hausse et en forte hausse depuis le début de la période. Donc on est sur une amélioration de l'efficience opérationnelle, et ça c'est toujours excellent. Le taux de marge net, lui, suit bien l'évolution du taux de marge d'EBITDA, sauf sur la dernière publication, enfin sur la dernière publication disponible sur Coifin, mais peut-être que c'est un problème temporaire ou un exceptionnel. Donc on est sur un taux de marge net de 12%, contre une médiane de 8,5%, donc c'est quand même pas mal, on augmente l'efficience financière et fiscale. Donc là-dessus, on voit qu'on est sur un business qui est correctement managé, on va dire, bien géré. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Là, c'est un peu dommage, mais les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Donc d'où est-ce que ça peut provenir? On n'a pas de variation défavorable du besoin en fonds de roulement. Est-ce que on a des fortes dépenses en capital par rapport aux dépréciations amortissements? Oui, on a 110 millions de plus. Donc ça explique une partie de cette différence, une bonne partie de cette différence. Donc c'est bien de faire des dépenses en capital, mais est-ce que ça génère derrière des cash flows opérationnels? Donc ça reste à voir. Quelle est la vision du management sur ces dépenses en capital? Est-ce qu'on a des other non-cash items qui aussi sont défavorables? On a 4 millions, donc non. Alors vous avez pas toute l'explication de la différence, mais si ça vous intéresse, rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie pour comprendre d'où ça provient. Et pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow pour être conservateur. On continue avec la rentabilité opérationnelle du groupe. On est sur une médiane de 12,2, donc c'est correct, c'est raisonnable. À l'heure actuelle, on se trouve sur du 25,2, donc c'est très bon. On a eu un plus haut en 2023 à 39%, donc ça aussi c'est très bon. Voilà, on rebondit depuis un point bas à 17,5. Donc bon, ce qu'on voit, c'est que la rentabilité est légèrement plus basse que la croissance. Donc comment est-ce que le groupe finance cette croissance? Est-ce que il utilise de la dette? Est-ce qu'il utilise de sa trésorerie? Est-ce qu'il fait des augmentations de capital? Donc ça il faut éclaircir ce point. Et la rentabilité actuelle pourrait, si la croissance reste à ce niveau-là, on est limite pour autofinancer. Donc si la croissance continue à ralentir et que la rentabilité reste à ce niveau-là, on va pouvoir autofinancer l'activité et éviter d'utiliser la trésorerie ou la dette, ce qui est toujours plus favorable. Allez, on continue avec l'endettement du groupe. On est sur une dette nette qui est largement inférieure à l'EBITDA, qui est un quart de l'EBITDA, donc il n'y a pas de problème pour cette dette nette pour pouvoir la rembourser, un peu plus qu'une fois les free cash flow, mais bon, donc le bilan est pas très lourd en dette, ça c'est plutôt positif, et ça réduit le risque du dossier. Allez, on continue avec le rendement de l'actionnaire, la rémunération de l'actionnaire. Donc on est sur un dividende qui est payé, qui est supérieur au free cash flow, donc ça c'est problématique. Est-ce que les free cash flows sont cycliquement bas et du coup, on accepte de s'endetter du coup pour payer le dividende? On regarde en médiane, si on se met sur les 3 dernières années, on a 23 millions de free cash flow et on a un dividende de 19 millions. Donc ça, c'est quand même pas bon non plus. Peut-être que si on zoome un peu, non, les free cash flows, ça ne vient pas. Donc, problème, ce dividende-là n'est pas sécurisé du tout.
puisqu'il est il est supérieur au free cash flow. Donc on va devoir s'endetter pour le payer, et ça c'est pas bon. Donc attendez-vous à une coupure de ce dividende. Je pense qu'il va aller, il va retourner à la moitié des free cash flow, donc il va retourner peut-être à allez, on va dire 10 millions pour arrondir. 10 millions sur 427 millions, ça nous ferait un rendement de 2,3%. Bon, voilà, autour de 2%, le rendement est sécurisé, mais à ce niveau actuel qui est plus élevé, donc à autour de 4%, c'est pas du tout sécurisé. Il n'y a pas de rachat d'actions, mais il n'y a pas de dilution non plus. Donc, on est actuellement bien traité en tant qu'actionnaire de cette entreprise, mais ça va pas durer très longtemps à cause du niveau des free cash flow et du niveau des dividendes qui sont versés. On continue avec la valorisation de l'entreprise. On va regarder valeur d'entreprise sur EBITDA et également price to free cash flow. Il n'y a pas beaucoup de dettes non plus. Donc en valeur d'entreprise sur EBITDA, il y a une décote assez importante, de plus de 30%. En price to free cash flow, il n'y a pas de décote. Donc comment couper la poire en deux? Moi je dirais prenons plutôt les price to free cash flow, parce que au final le free cash flow c'est vraiment ce qui est généré par l'entreprise, et encore ça peut être manipulé. L'EBITDA c'est quand même très théorique. Le free cash flow normalement si c'est un peu plus dur à bidouiller. Normalement par exemple William Huggins lui il conseille d'utiliser carrément la capacité d'autofinancement, qui est encore au-dessus dans le tableau de fit trésorerie, qui est moins manipulable. On n'a pas l'info sur Coifin, mais donc là, si on dit que le free cash flow c'est vraiment ce qui reste, et ce qui est vraiment généré par l'entreprise, sur ce multiple-là, on est surcoté. Donc, conclusion du dossier. Sur ce dossier, c'est pas si évident que ça, parce que la valorisation est bradée si on regarde en price earning, par exemple, ou en valeur d'entreprise sur EBITDA, mais en fait, il y a un problème de conversion des bénéfices opérationnels, entre guillemets, c'est-à-dire les EBITDA, en free cash flow. Donc, voyez ce que dit le management à propos de la génération de free cash flow. Pourquoi est-ce qu'elle a été ponctuellement plus basse sur les dernières publications? Est-ce que ça s'améliore sur la dernière qui va sortir pour les résultats annuels? Si vous avez clarifié ce point-là, et que cette confiance sur la génération future de free cash flow, dans ce cas-là, ça peut être un cours d'entrée intéressant. Si les free cash flow restent au niveau actuel, méfiance. Je pense que c'est pas si intéressant que ça. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.